Alors les meublés, on les collecte, on en a à peu près un peu plus de 700, presque 800. Mais ils ne Ouais. sont pas dans les statistiques Oui, que vous donnez, oui. ils sont hors Parce statistiques. que c'est toujours le problème de la maille, en fait. C'est qu'il nous faut toujours suffisamment d'observations pour chaque segment pour avoir des chiffres qui soient assez fiables. Et même si c'est presque 800 meublés, c'est beaucoup, c'est pas suffisant en fait pour garantir des résultats qui soient assez robustes. Du coup, au niveau de l'ANIL, on n'a pas de pondération. Enfin, c'est des données qui sont traitées, qui sont intégrées dans les, enfin, voilà, dans la segmentation pour l'encadrement quand il y en a un, mais on n'a pas forcément d'analyse spécifique. Après, on pourrait faire des zooms. Sur Grenoble, les villes universitaires, par exemple. Ouais, Saint-Martin-d'Hères, où il y en a beaucoup. ça pourrait être du fait. loyer qui était très très haut et meublé. Donc, Après, on est sur un dispositif qui est assez lourd et très, très cadré. Et déjà, répondre aux impératifs de la démarche nationale, c'est non neutre. Donc, ouais. On a les informations, mais effectivement, elles peuvent pas. Enfin, aujourd'hui, elles sont pas analysées, mais c'est pas définitif. Ouais. Après, les données, ce que j'ai pas précisé, c'est que toutes les bases de données, donc, enfin, ça fait l'objet d'un certain nombre de traitements de notre part, de la part de l'ANIL, mais ensuite tout est centralisé par l'ANIL. Et les chercheurs peuvent avoir accès, par exemple, aux bases de données enfin, en fonction de leur programme de recherche. Et le grand public, où tout le monde peut avoir accès ensuite aux données anonymisées sur tous les territoires. Sur le site des OLL, on peut se comparer à tous les territoires. Oui, c'est analysé au niveau national par l'ANIL, qui estime que les loyers des meublés sont à peu près 10% de plus élevés, entre 10 et 12% selon les secteurs, que les loyers bon, classiques en fait. Donc il lui suffit de cet échantillon pour effectivement finalement valider un petit peu ce principe que les meublés sont plus chers et quel est l'encadrement en fonction. Quoi. Oui. Ouais. C'est un peu compliqué de répondre parce que l'ANIL est très attentive à ce qu'on traite les données, toutes choses égales par ailleurs. On n'a pas de... on ne peut pas comparer d'une année à l'autre. Voilà, parce qu'on n'est pas sur les mêmes logements d'une année à l'autre. Alors certes, on a un panel de volontaires qui est stable, enfin plus ou moins stable d'une année à l'autre, mais il est quand même, enfin l'ensemble de l'échantillon bouge beaucoup. Donc c'est assez compliqué. L'ANIL, on vous a mis dans le dossier, il y a un rapport une plaquette de l'ANIL. Ils ont travaillé plusieurs années sur cette question pour sortir les. Enfin, voilà, c'est de l'économétrie, ça nous dépasse beaucoup. Mais voilà, pour avoir des indications sur les évolutions des loyers, ils ont réussi à sortir ça sur les villes-centres. Quand il y avait suffisamment de collecte, enfin, nous c'était le cas, mais sur d'autres territoires pas forcément. C'est assez compliqué à calculer les évolutions. Il ne suffit pas simplement de plaquer en fait, le loyer d'une année à l'autre. Donc ils l'ont fait pour la ville-centre. Et oui. Il y a une carte de France en fait dans un rapport qu'ils ont fait. Ouais. On est entre 0 et 1,5% de mémoire d'évolution. Oui, on n'est pas dans les agglomérations qui évoluent le plus par rapport à celle de la façade ouest de la France. Et ça c'est pour agglo ou ville-centre? Ville-centre, oui. Oui, parce que aussi, vu qu'on est toujours sur des comparaisons, je pense que c'était plus simple pour eux de partir sur une ville-centre que sur l'agglomération qui peut changer. Parce que les périmètres des OLL sont très différents. Il y en a qui sont très centrés sur une ville et d'autres, comme le nôtre, plutôt quand même sur une agglomération très différenciée. En fait. Donc, En fait, en fonction des caractéristiques du marché, déjà, si c'est les dates de construction, si c'est plutôt du parc des 30 Glorieuses ou plutôt récent, plus ancien, si on a beaucoup de petits logements ou plutôt des logements familiaux, en fonction de toutes ces caractéristiques de marché, il y a eu cette proposition de zonage et ensuite qui a été vraiment validée. Il y a eu chaque iris, donc on n'a pas précisé, mais îlot recoupé pour l'information statistique, c'est la maille, la brique minimale de l'INSEE. Donc chacun des iris a été attribué à une zone pour avoir quelque chose d'assez homogène. Et lors des premiers échanges, alors, bon, moi j'étais pas là à ce moment-là, mais il y a eu tous les partenaires locaux, les agents immobiliers, les propriétaires,
tous les partenaires locaux se sont mis d'accord pour valider l'attribution d'une zone à chaque iris. Ça a été défini comme ça. Donc Échirolles, il y a des secteurs qui sont plus chers, avec un parc peut-être plus récent, d'autres secteurs où ça va être plus accessible. Enfin, c'est l'intérêt des OLL, c'est que vu qu'on est dans un réseau, on peut se comparer justement par rapport à tous les autres territoires qui sont couverts. Donc, de mémoire, je crois qu'on couvre la moitié du parc, enfin, le réseau des OLL couvre la moitié du parc locatif privé de France. Donc, et donc majoritairement dans les métropoles, les agglomérations. Donc on peut quand même, du fait de ce réseau, on peut quand même avoir des points de comparaison, des éléments. On peut se situer. Par exemple, dire le prix au mètre carré à l'île verte par rapport aux eaux claires, vous voyez ça. Oui, non, c'est la zone 1 par rapport à la zone 2. C'est ça que les gens cherchent aussi. Oui. Et l'OLL non, on ne peut pas. Ouais. C'est ça, sauf pour Grenoble, on a les 3 secteurs, mais sinon. Et encore, les 3 secteurs, c'est plusieurs iris aussi. Oui, c'est la ville qui est coupée en 3. Oui, on a conscience que c'est un peu une difficulté, une frustration de ne pas avoir le loyer, ne serait-ce qu'à la commune. On le sait. Alors là, on vous a présenté 2022. Mais en fin d'année, donc une fois que la commission consultative aura validé les livrables, vous aurez les données 2023. Il y a toujours au moins un an et demi. Oui, on collecte. Il y a tout un temps de collecte. D'appeler. On a un prestataire spécialisé qui appelle les particuliers. On collecte les données par les agences. On est tributaire aussi des délais de transmission par les agences. Ça transite par les réseaux nationaux. En fait, ça remonte au niveau national, puis ça redescend par nous. Donc, on est tributaire de tout ça. Et après, il y a un temps de nettoyage, enlever les parkings, réattribuer les dates de construction, ce genre d'éléments, et de constitution d'une base propre, on va dire. Ensuite, un temps de pondération de la part de l'ANIL, même si ça, c'est assez court, mais ça rajoute quand même une étape. Et ensuite, un temps de traitement et de validation. Généralement, la commission consultative, on la tient en novembre-décembre. C'est plutôt intermédiaire, on va dire. Oui. Globalement, le marché. Alors, ouais. Plutôt intermédiaire entre Lyon qui est beaucoup plus cher, la Savoie qui est plus chère, voire nettement plus cher, oui. Saint-Étienne qui est très peu cher. Très peu cher. Clermont qui est à peu près comme nous, je crois, peut-être un peu moins cher. Ouais. Sur les loyers, j'ai moins de vision, j'ai plus les prix au mètre carré de l'ancien, par exemple. On est sur un marché un peu intermédiaire. C'est compliqué aussi de se... Enfin, on n'est pas dans des situations similaires, mais en tout cas, on a les niveaux comparables. Et dans les Alpes, on est moins cher par rapport à Chambéry, Aix Non, par rapport à Annecy, par exemple, on est moins cher. Enfin, Annecy est beaucoup plus, Annecy est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus cher. Après, Chambéry, Bourget-du-Lac, et Annecy, c'est assez récent. Enfin, leur OLL existe depuis assez peu de temps, donc on n'a pas encore... Ce qui contribue à la cherté ici, c'est quand même l'université, le marché étudiant. En fait. S'il n'y avait pas l'université, la qualité du parc ne justifie pas des prix très élevés finalement. Donc ni l'attractivité migratoire, puisqu'elle est relativement faible. Donc on est bien sur la question quand même d'un marché qui est dopé effectivement par les mouvements fréquents qu'il y a dans le parc, notamment des petits logements. Tu l'as dit, oui. 16% du parc privé qui est occupé par des étudiants, mais je crois que sur les T1, T2, c'est 39% qui sont occupés par des étudiants. Donc ça favorise une rotation, donc à chaque fois potentiellement une réhausse des loyers. Voilà, donc on est plutôt sur une sorte de loyer de marché un peu permanent là en fait. Voilà, alors qu'on sait que le loyer des locataires normaux ou familiaux entre guillemets, qui restent 5, 6 ans ou 10 ans dans un logement, effectivement, il est plus bas globalement que ce loyer des étudiants qui se réactualisent tout le temps, quoi. Donc le marché étudiant, ça a un effet inflationniste, comme dans d'autres agglomérations, hein, mais clairement, voilà. Donc, si effectivement, je me rappelle de données que tu avais présentées au niveau national, Grenoble, c'est-à-dire que l'agglomération n'est pas spécialement très chère, mais Grenoble, par contre, en termes de ville-centre, et compte tenu qu'elle abrite une part significative d'étudiants qui se logent dans le parc privé, et parmi les plus chers de France, comparativement à sa strate de population, quoi. Puis les étudiants sont dans des petits logements, et les petits logements, des loyers au mètre carré plus élevés, de fait. Et vu qu'on a la moitié du parc qui est constitué de T1, T2,
forcément on est sur des loyers globalement C'est pour ça que élevés. c'est dommage qu'il n'y ait pas les meublés, parce qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui mettent en meublé les étudiants, et je pense que l'observation des meublés serait sacrément intéressante sur les prix, parce que Ça va peut-être venir. Hein. Oui, je pense que 17 euros vaut 11 euros, 12 euros. Moi, j'ai entendu plutôt pour des meublés 18, 20 euros par mètre carré. oui. On est beaucoup plus haut. Hein. Après, C'est ça qui est compliqué aussi dans ces prix. Après, les petits logements ont une amplitude de loyer très grande. Oui, ouais. On est autour des 14 euros du mètre carré sur les T1, mais on sait que ça varie énormément d'un secteur à l'autre et puis d'un logement à l'autre. Ce qu'on craint, c'est qu'il y a un effet inflationniste aussi de la question des passoires thermiques et de la sortie des passoires thermiques. D'une partie, il va y avoir des propriétaires qui vont faire des travaux et ils vont souhaiter du coup que les loyers augmentent par rapport aux travaux qu'ils ont réalisés, légitimement. Et inversement, il y en a d'autres qui vont pas faire des travaux, qui vont abandonner leur bien, qui va être vendu ou qui va rester vacant. Et du coup, ça va réduire le parc locatif privé, donc ça va augmenter la tension. Voilà. On peut craindre, donc on va voir comment on suit en fait cette question-là quand même dans les années à venir, effectivement, qu'il y ait une tension croissante sur le parc locatif privé. Même si là, le gouvernement a rehaussé les seuils sur le DPE des petits logements pour faire sortir certains petits logements de l'état de passoire, effectivement, parce qu'ils y étaient très très facilement. Quoi. Et ça, c'est un motif un peu d'inquiétude quand même, effectivement. Ça va faire l'objet de concertation. Les loyers de l'année 2022-2023, il y aura une proposition de la part de l'ANIL de niveau médian, et ensuite ça sera discuté localement. Mais la décision sera prise par le préfet. Il n'est pas tenu de suivre les loyers de l'OLL. C'est discuté, quoi. C'est lui qui prend la décision. Oui. Et lui, il a d'autres références Je crois pas. Après, là, on n'est plus dans... Non, après... Logiquement, il est quand même tenu, je pense, de se servir de l'outil qui a été indiqué comme au niveau national comme étant obligatoire dans la perspective de l'encadrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement s'il n'y a pas d'observatoire local des loyers. Donc la loi lie quand même les choses, effectivement. Hein, donc j'imagine que le préfet ne peut pas complètement... voilà. Après, il peut y avoir une négociation locale par rapport à des enjeux politiques. Là, je ne peux pas vous les exprimer, je ne les connais pas, mais peut-être sur certaines localisations en particulier, etc. Certains segments, voilà. Et d'écouter les élus locaux sur des risques à un moment donné, soit de paupérisation, soit au contraire de... Je sais pas, voilà, je peux pas... donc il va être à l'écoute quand même des élus sur la façon dont... Chaque année, il y aura ces discussions-là. C'est la métropole grenobloise qui a proposé le zonage sur la base de l'observation. Et des impératifs nationaux aussi, enfin de la loi aussi. C'était conformément... la loi disait qu'on ne peut encadrer que sous certaines conditions, certains zonages. Il faut être en zone tendue, il y a tout un tas de critères à respecter. C'est pas simplement... Je pense que là, vous parliez du découpage interne de la métropole. Alors nous on n'a pas été impliqués, très clairement, je ne peux pas vous répondre, donc voilà, parce qu'on n'a pas été impliqués, nous, dans la mécanique du dépôt de dossier que la métropole a fait, effectivement, sur l'observatoire. Elle a proposé des zones encadrées. La première fois, en 2020, elle avait proposé des zones qui n'étaient pas dans le marché tendu d'après l'État, il me semble, donc c'est pour ça que ça a été retoqué, tout simplement parce que ça ne correspondait pas à la loi. Là, les zones qu'elle a proposées et le type de zonage qu'elle a proposé ont été examinés par l'État qui a considéré que ça répondait aux critères légaux. Quoi. Après, non, mais la carte d'encadrement, tu l'as pas là, c'est dans le de l'EPI. Voilà, en gros, ce qu'ils ont retenu, le principe qui est lisible, c'est qu'ils ont retenu les zones les plus chères, en fait, si vous voulez, hein, donc plutôt le nord de Grenoble, effectivement, qui correspondait aux loyers les plus chers. Et puis, je crois que c'est la zone A, à partir du moment où on est dans l'agglomération et dans les secteurs tendus de l'agglomération. Voilà. Donc, elle n'a pas choisi d'encadrer les secteurs les moins chers. Oui, mais le découpage, il n'est pas si... Après, le découpage précis, le résultat fait... Voilà.
là, je ne peux pas vous répondre sur cette question-là. Il faut demander directement à la métropole qui va ouvrir, a priori, une campagne de communication autour de l'encadrement, de comment elle a construit son encadrement. L'originalité quand même de cette cartographie, de ce périmètre d'encadrement, c'est qu'effectivement, dans certaines communes, du coup, il y a des quartiers qui sont encadrés, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est une originalité française, enfin locale par rapport aux autres. Voilà. Donc, ce qui va demander beaucoup de communication par rapport à la métropole sur le fait d'expliquer aux gens pourquoi, effectivement, dans tel quartier ou d'un côté de la rue ou de l'autre, on est encadré ou on ne l'est pas. Donc, il va y avoir un effort pédagogique important à partir de cette cartographie. Ça, la métropole, effectivement, sait qu'elle va devoir. Voilà. Mais vous aurez un simulateur, normalement, en fait, pour que chacun puisse, en fonction de son adresse, tout simplement, savoir s'il est encadré ou pas encadré. Donc, ça va être relativement simple en même temps. Ça, c'est propre à la région. Dans les autres régions, c'est pas comme ça. Les différents Ils territoires encadrent toutes les encadrés communes, sont... toute la commune, en fait. Ça dépend des... Je crois qu'on est les seuls à être vraiment dans un découpage assez fin. Bon, en lien avec la cartographie, finalement, de l'observatoire et du marché. Voilà. Donc, oui, parce que initialement, on est sur un découpage infracommunal. Sur d'autres territoires, c'est pas forcément le cas. Donc, on est plus précis, mais du coup, ça implique aussi que quand on encadre, on va encadrer que certains quartiers, pas d'autres. Mais dans l'observation, on est plus précis, on est plus... Ça, c'est voilà, dans le décret, il y a la liste des iris. En fait, la FNAIM ont leur logiciel de gestion. Enfin, la FNAIM, comme tous les agences immobilières, Foncia, enfin, toutes les agences en réseau adhérentes de Clameur et donc de la FNAIM, ont sur leur logiciel de gestion un bouton, un outil qui permet d'envoyer la donnée à leur réseau national, donc la FNAIM ou Clameur. Tout ça, c'est centralisé. Ensuite, les informations, les données sont... Donc, c'est vraiment les données de gestion. Sont transmises à l'ANIL et l'ANIL recentralise à nouveau tout ça et ne rediffuse au territoire que les données sur leur périmètre. Donc c'est ce qu'on récupère. Après, on ne vous cache pas qu'on préférerait avoir une relation directe avec les agences immobilières, ça serait plus simple, ça éviterait tous ces intermédiaires. Et puis, voilà, il peut toujours y avoir des données qui peuvent se perdre en route ou quoi. Donc on perd en qualité, et si on pouvait avoir une relation directe avec les agences immobilières, ça serait mieux. Après, vu qu'on est un territoire, un OLL agréé, on a eu l'agrément depuis 2020, les agences immobilières qui ont un certain, je ne me rappelle plus des seuils, mais un certain nombre de biens sur le territoire ont obligation de transmettre à l'OLL agréé. C'est la loi. Oui, le fait d'être agréé, ça donne une obligation. Petites ou grosses d'ailleurs, du moment qu'elles ont une certaine part, je crois, de leurs biens sur leur portefeuille. Je ne sais plus les conditions, mais voilà, c'est imposé. Ce n'est pas du tout le même dispositif. Eux, ce sont des données qu'ils récoltent auprès de leurs adhérents. Donc ils ont des promoteurs, ils ont aussi des propriétaires, et ils ont aussi principalement les agences immobilières. Les données qu'ils fournissent portaient principalement sur de ce qu'on en sait, parce qu'on n'a pas forcément une visibilité de toute la méthodologie. Ça porte sur les loyers de flux et non pas sur les loyers de stock. Donc du coup, c'est les relocations en fait. Donc, de fait, il y a un écart puisqu'on n'est pas sur les mêmes. On n'est pas du tout sur le même échantillon en fait, et ni sur la même méthodologie. Nous, on prend en compte aussi les particuliers qui. Voilà, on a quand même un taux de particuliers qui participent à la collecte. Après, on n'a pas d'informations sur concrètement la méthodologie qui est mise en œuvre, les traitements, les échantillonnages, tout ça, on ne sait pas. C'est leur méthode. C'est que les loyers étaient beaucoup plus hauts. Dans certains secteurs, en fait, ce qui est contesté, c'est que nous, Courdam Sud n'est pas encadré, donc voilà. Parce que selon notre observatoire, effectivement, il est plutôt moins cher que Courdam Nord, et donc ils avaient tendance à dire qu'il y avait certains iris, ce qu'on ne conteste pas d'ailleurs, on ne connaît pas exactement leur méthodologie, ils ne nous ont pas donné le loisir d'ailleurs qu'on échange avec eux scientifiquement là-dessus. Oui. Donc ils défendent que eux, dans leur observatoire, il y a certains iris ici qui sont beaucoup plus chers et qui auraient mérité d'être encadrés d'après eux, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est tout le problème, c'est qu'eux, ils font une méthodologie d'approche à l'iris,
Donc, si par exemple dans cette iris, il y a une opération neuve, ce qui est possible, si vous prenez le quartier Flaubert à Grenoble par exemple, hein, il y a des opérations neuves, donc les loyers qui sont actuellement sur le marché dans ces opérations neuves, bah, effectivement, ils sont beaucoup plus chers que la moyenne de l'ensemble du secteur. Donc oui, d'accord, ils sont plus chers, voilà, mais la base de l'observation sur laquelle va être prise l'encadrement, c'est pas la même, c'est ce qu'on vous expliquait, c'est des zones bien plus grandes pour avoir une scientificité. Le problème, c'est que leur méthode, effectivement, elle n'enlève pas les biais qui sont liés à la distorsion des biens qui sont dans un périmètre. Donc si je prends un périmètre où il y a un iris, où il y a 250 T1, ou une majorité de T1 par exemple qui sont à 16 € le mètre carré, bien sûr que mon iris il va apparaître plus cher que celui où il n'y a que des T4 à 9 € le mètre carré en fait. Voilà. Alors que nous, la méthode qui est déployée à l'échelle de l'observatoire, elle vise justement à ce qu'il y ait une représentation d'une diversité de biens qui fait qu'on écrète en fait des surreprésentations locales qui peuvent avoir à l'échelle d'une iris en fait. Donc c'est pas faux en fait ce qu'ils disent, ni ce qu'on dit, c'est juste que on parle pas, ouais, c'est des choux et carottes, on parle pas de la même chose, quoi. Bah, c'est-à-dire que oui, nous, la méthodologie permet de comparer les territoires, quelle que soit la composition du marché. Alors que, et du coup, ça nuance le fait qu'il n'y ait que du T1 dans un quartier et que du familial dans l'autre. C'est ce qu'on appelle voilà, le principe de comparaison, toutes choses égales par ailleurs. Quel que soit le type de locataire, le type de bien, on peut comparer. Ouais, c'est plus une vision globale. Puisque ce qu'il y a À l'ensemble, voilà, à l'image de l'ensemble du sud grenoblois, mais je pense que si vous connaissez un peu le marché grenoblois, on sait très bien que c'est pas les mêmes prix qu'au niveau de l'hypercentre de Grenoble, enfin même en termes de tout simplement si on regarde les prix du marché au mètre carré en fait de la revente en fait, hein, on est carrément pas du tout dans les mêmes eaux. Ici, on est autour de 2008, autour de la place Victor Hugo, et là, vous êtes à 1000, voire moins de 1000, en fait. Donc, bien sûr que les loyers peuvent pas... On sait que les loyers, ils sont quand même un minimum convergents avec les prix fonciers d'une manière générale. Donc, ponctuellement, sur certains iris où il y a des opérations récentes, oui, parce qu'il y a quelques opérations de construction, effectivement, ou s'il y a une grosse opération avec beaucoup de terrains locatifs pour des étudiants, une résidence étudiante, voilà. Ça va faire monter les prix très ponctuellement, quoi. Mais si on comparait avec les mêmes types de biens, on ne serait peut-être pas si différent que ça, en fait. Voilà. Si on compare avec un autre secteur qui a déjà des résidences étudiantes. C'est juste qu'ils sont peut-être moins majoritaires dans l'IRIS. Voilà. Il est possible que dans ces secteurs-là, inversement, il y ait des zones qui soient beaucoup moins chères que les autres, tout simplement. Parce qu'il n'y a que du familial. Voilà. Les résidences étudiantes sont prises en compte. Elles sont prises en compte si elles ne sont pas... si ce n'est pas du parc social. Elles peuvent être prises en compte. On n'en a pas. En fait, on en a peu. Parce qu'il faut que ce soit... alors, sauf si elles sont dans les données, dans les fichiers de gestion des agents immobiliers. Mais sinon, par les particuliers, on n'en a pas... assez peu. Parce qu'il y a des sociétés privées. C'est souvent des meublés aussi, non ? Et c'est souvent des meublés, donc c'est pas tout à fait pris en compte de la même façon dans l'observation. Pour les résidences étudiantes. Mais en théorie, on peut les avoir si elles respectent les autres critères, si c'est du libre, enfin si c'est du logement vide. Et ça veut dire qu'il va falloir développer une pédagogie, du coup c'est ce qu'on fait ce matin, autour du fait de la façon dont c'est construit. Ouais, après, le site des OLL, vous trouvez aussi sur notre site les liens, on peut aussi construire ses propres indicateurs. À partir des données de l'OLL qui sont mises en ligne, on peut aussi faire des filtres et regarder que les T1 qui viennent d'être loués. Bon, en tout cas, l'évolution actuelle des loyers, moi qui ai connu le début des années 2000, ça augmentait de 3, parce qu'on avait un micro-observatoire, ça augmentait de 3 à 5% par an en fait. Hein, donc là, on n'est pas du tout dans ces eaux-là, même si oui, voilà, là, le loyer reste relativement quand même Puis ce qu'on n'a pas précisé, mais stable. On parle de l'encadrement des loyers, mais on est déjà dans une zone dont l'évolution des loyers est déjà encadrée. Donc, vu qu'on est en zone tendue, toutes les zones tendues sont concernées. Voilà, il y a déjà un minimum de... Il y a certains qui ne comprennent pas pourquoi il y a un encadrement des loyers, puisque c'est des zones... c'est l'évolution qui est encadrée aujourd'hui sur toutes les zones tendues. Et là, ce qu'on va expérimenter, c'est le niveau des loyers